Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. Je sais pas par quoi je vais commencer et j'allais dire il me manque un livre, enfin 2 livres, mais non, ils sont juste derrière moi. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors, on va commencer par le graphique. Le château des étoiles de Alex Alice, le tome 2, La conquête de l'espace, 1869, rue des Sèvres. Je remercierai jamais assez ma libraire de m'avoir invité à lire cette bande dessinée parce que je suis fascinée et passionnée à chaque fois que je lis une bande dessinée comme celle-ci parce que déjà en termes de graphisme, comment vous dire que... Voilà, enfin, pour un exemple. Alors il y a un côté un peu scientifique entre guillemets parce que c'est du steampunk. Donc quand vous lisez du steampunk, enfin, j'ai rarement vu du steampunk où il n'y avait pas un moment donné une explication aux machines ou à ce qui est mis en place ou que sais-je. J'ai rarement vu ça et moi j'adore ça en fait. Le truc avec les machines qui créent, comment ils font leurs calculs et tout ça, enfin bref. Et ouais, j'adore. J'avais envie de lire la suite en fait tout de suite, mais j'ai dit non, une à la fois. Et bien sûr, j'ai décidé de poser les livres là, ce qui n'est pas du tout arrangeant, soyons honnêtes, c'est pas grave, casse-toi la figure. Tout va bien. J'ai lu également, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo que j'ai tournée juste avant, mais que vous aurez vu plusieurs semaines avant, ou une semaine avant, j'en sais rien, enfin bref. Les tomes 1 et 2 de la série Veille de Coterie, pardon. Un jour je retiendrai le nom correctement. Et en fait, c'est tellement atypique cette série. Quand je l'ai vue en fait en librairie, je me dis ouais, mais le résumé il te dit rien. Comment lire quelque chose comme ça? C'est d'autant que même les graphismes sont très atypiques. On a l'impression de se retrouver en Russie, sauf qu'en fait on sait pas où on est. On ne sait absolument pas où on est. Et en fait, dans le deuxième et dernier tome, à la fin, l'auteur explique qu'il a écrit ces deux personnages sans les nommer, sans leur donner vraiment d'âge, et que c'est devenu elle et lui en fait. Et c'est très beau. En fait, c'est un manga qui... Comment je vais vous expliquer ça? C'est un manga où en fait ils se rencontrent dans la rue par hasard et elle n'ouvre jamais les yeux. Elle n'ouvre jamais les yeux. C'est même pas qu'elle est aveugle, c'est qu'elle n'ouvre jamais les yeux. Et lui, il va décider de la prendre sous son aile et lui proposer un poste au commissariat de police de travail. Sauf que ce qui est assez surprenant, c'est qu'on ne les voit jamais travailler. Ils sont toujours à deux. On les voit tout le temps à deux. Il y a beaucoup de tendresse entre les deux personnages. Ils ont chacun une vision des choses particulières. Et ce que j'ai bien aimé chez le personnage féminin, c'est il a tout de suite cette vision d'elle assez fragile, une femme fragile, en plus elle est aveugle, tu penses bien, enfin voilà. Sauf qu'elle lui montre sans cesse qu'il a tort. Et elle a ce raffinement, cette élégance, et en même temps, la façon dont elle s'exprime lui rappelle que c'est pas parce qu'elle est aveugle qu'elle ne peut pas s'en sortir toute seule. Et qu'elle a un petit caractère bien comme il faut, mais tout est fait avec élégance, subtilité. Les graphismes sont tellement beaux, mais je saurais même pas vous expliquer. Donc ouais, elle s'appelle Emma et lui s'appelle Alexander. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on s'intéresse pas du tout à leur vie professionnelle. C'est la relation aussi entre les personnages est super jolie parce que c'est pas une romance. C'est ça toute la subtilité, c'est qu'ils sont pas seulement amis, mais ils sont pas non plus en couple. Il y a une relation particulière qui se crée entre les deux comme on en voit rarement. Et ça fait plaisir de lire un livre comme ça qui est aussi... Enfin, moi j'adore. Et en fait, les chapitres, c'est des scènes de vie, scènes du quotidien entre les deux. Et lui qui s'inquiète tout le temps pour elle et elle qui elle a ses petites lubies à elle assez particulières. Il y a pas mal d'humour aussi, je trouve. Un humour mais élégant. Et il y a des petites scénettes comme ça. Des petits monologues. Alors soit c'est l'un des deux personnages qui s'exprime, soit c'est les objets. Ça, j'ai trouvé ça très étonnant, des objets. Et en fait, j'ai trouvé ça très drôle parce que je me suis dit, quand j'ai lu ça, si les objets pouvaient s'exprimer par moments, je pense qu'il y aurait ce genre de choses. C'est un peu flippant de penser comme ça, hein, mais bon. Ensuite, j'ai lu 4 femmes de Wang Shui aux éditions du Fei.
Alors en plus préfacé par Shansa. Si vous ne connaissez pas Shansa, moi pas encore, je connais le nom de l'écrivaine, mais je n'ai pas encore lu ses livres. J'en ai un ou deux, je ne sais plus. Mais quand je lirai, d'habitude, hein, voilà. Mais la préface est hyper intéressante. On apprend vraiment ce que c'est que de vivre en étant artiste, illustrateur, peintre en Chine. Et ça doit être l'horreur, d'autant que Shansa, je ne le savais pas, est également peintre. Ce livre regroupe voilà, des graphismes assez hallucinants. On a 4 histoires de femmes. En fait, à chaque fois, il y a une femme qui est le personnage principal. On va dire une, c'est plus simple. C'est des petites histoires qui sont enseignées en Chine pour montrer que les femmes, et oui, c'est assez paradoxal quand on connaît le rapport que la Chine a avec la femme, mais pour montrer que les femmes sont tout autant capables de défendre leur pays que les hommes, et qu'il ne faut pas les sous-estimer. Et c'est enseigné dans les écoles en Chine. Ça me fait plaisir, j'avoue. D'autant que ces histoires reflètent mettent en avant 4 femmes totalement différentes. Il y a une histoire d'amour très touchante, triste. Il y en a une autre, les questions aussi de sacrifice. Il y a quand même une histoire où les questions de... En fait, c'est une famille dont le dernier représentant masculin, on va dire, encore en service, meurt au combat. Et quand la famille va l'apprendre, les femmes de la famille qui sont toutes veuves, toutes veuves, ouais, on va dire ça, décident de reprendre le flambeau et de partir venger le monsieur qui est mort. Je ne me souviens plus qui c'est. Hein. Est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie ou pas? Ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Vu que la Chine est quand même un pays, il y a beaucoup de femmes qui sont en service dans l'armée. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et j'ai trouvé ces histoires touchantes, très belles. Apparemment, il y en avait une 5e, mais malheureusement, la dessinatrice est décédée avant de l'avoir terminée. J'aurais adoré qu'elle la termine. Et apparemment, les graphismes... ces histoires, en fait, racontent chacun une partie de la femme qui était Wang Shui. Et c'est... Donc, les histoires, si vous voulez les noms... Il y a le pan vole au sud-est, pardon, je suis désolée. L'histoire de Liang et Zhu, les femmes guerrières du clan Yang, on ne dira pas c'est laquelle. Et la première, il m'en manque une, le pavillon de l'Ouest, biographie de Ying Ying. Alors, sachant que cette histoire, en fait, a été... un peu censurée dedans parce que c'est quand même enseigné dans les écoles, parce qu'à la base c'était une histoire érotique. Ils n'ont pas montré cet aspect-là, évidemment. Et il y a aussi cet aspect par rapport à la Chine ancienne où il y avait concubines, etc. C'est un peu critiqué aussi dans les histoires, mais c'est fait tout en finesse. Enfin, vous avez les graphismes, il y a très peu de texte aussi. Enfin, je crois que c'est ça. Ah, celle-là, elle était hyper triste. Celle des papillons, elle était hyper triste. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je ne sais absolument pas comment je vais faire des chroniques de certains livres, hein, mais bon, c'est pas grave. Lire, vivre et rêver, recueil de nouvelles sous la direction d'Alexandre Fillon aux éditions Les Arènes que j'avais acheté d'occasion. Ça m'a permis de découvrir des plumes de pas mal d'auteurs. Je vous dis d'office, en fait, chaque chapitre, enfin chaque histoire, vous avez d'abord la bio de l'auteur et après vous avez l'histoire qu'il a avec les livres, surtout les premières librairies ou la première librairie ou bibliothèque, peu importe, qui lui a permis d'aimer les livres ou d'avoir ce rapport assez atypique au livre. Et alors, autant il y avait une ou deux nouvelles où j'ai pas adhéré au style de l'auteur en fait, parce que bon là c'est des livres, hein, pour moi c'est juste voilà, du pur bonheur. Autant la plupart des auteurs, j'apprécie leur écriture. J'avoue que David Fuenkinos m'a fait beaucoup rire. J'ai adoré sa nouvelle qui était hyper drôle. Jean-Philippe Blondel, j'avais déjà lu un livre de lui donc je connaissais son style, mais alors son histoire est vraiment touchante et très belle, très honnêtement. Je sais pas si je retrouverai... il y avait un auteur d'origine italienne qui m'a aussi beaucoup touchée, son histoire. Elle était vraiment touchante, un peu drôle aussi. Et honnêtement, je pense que j'ai bien fait de l'acheter d'occasion. Parce que c'est intéressant, c'est passionnant.
ça donne envie d'aller en librairie, ça donne envie d'acheter des livres. Mais je trouve que ça fait long, il y a trop de nouvelles en fait. Je trouve sincèrement... Ah, il y en a une qui est illustrée aussi, c'est vrai. Celle-là, je l'avais bien aimée. Et j'ai même pas percuté sur le coup parce qu'en fait, c'est une... Celle qui a fait, ouais... la bande dessinée aux larmes de Gouges. Qu'a-t-elle? Et... Pareil, l'histoire est superbe. En fait, c'est un chouette livre. C'est pas un coup de cœur. Peut-être justement parce qu'il y a 2 ou 3 auteurs où, je sais pas, voilà. Il y a eu une nouvelle où ça commençait un petit peu à me gonfler parce que j'ai eu l'impression en fait que le gars qui a réuni tous ces auteurs, en fait, tous ces auteurs ont la même histoire avec le livre. Genre, ils n'avaient pas forcément accès au livre et ils se sont retrouvés par hasard dans un endroit, ils ont feuilleté un livre comme ça et ils ont eu la chance de tomber sur des libraires qui les ont laissé faire et qui ont eu parfois un peu... qui ont en fait laissé un peu ces personnes voler des livres alors que bon, voilà, à l'époque il fallait, enfin, il faut pas voler des livres. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Mais ouais, j'ai le sentiment que ça tous à peu près la même histoire et je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé plus de variété peut-être, que ce soit peut-être des noms moins connus de librairies. Enfin, il y en a que je connaissais pas, hein, mais il y en a quelques-unes, je veux dire, Temps Futur, ceux qui sont passionnés de fantasy, fantastique, SF, ils en ont au moins entendu parler une fois dans leur vie. C'est quand même un peu un classique. Après, il y en a qui ont disparu malheureusement. Il y en a une quand même qui est sur un site touristique qui est ouverte en certaines saisons de l'année. Et j'ai halluciné. Et j'espère qu'elle est encore ouverte parce que ce gars-là, il est vraiment courageux pour ouvrir une librairie dans ces conditions-là. Et voilà. Donc ouais, partager un peu, je m'attendais à autre chose. En termes de références, j'ai vu aussi que des références quasiment... Enfin, des gens de 15 ans qui lisent des choses aussi intellectuelles. À l'époque, oui, peut-être, c'était possible, mais aujourd'hui, c'est rare. Ce serait très rare, quoi. Mais ouais, je me suis dit, pourquoi avoir choisi des gens qui ont commencé à lire directement par des choses très intellectuelles et pas les trucs plus classiques. Après, il y avait la bibliothèque verte ou ce genre de trucs que moi j'ai connu aussi, hein. Enfin, j'ai connu. Mes parents, ils ont tout gardé en fait dans leur grenier, donc ils en ont beaucoup moins qu'avant, il me semble, dans leur grenier d'ailleurs. Ou alors ils ont bien planqué, je sais pas. Ou je les avais récupérés à un moment donné, je sais pas du tout non plus. Ils ont plus rien sur la bibliothèque verte, je suis étonnée, parce qu'ils en avaient beaucoup. Enfin bref, le dernier, Midnight Sun de Stéphanie Meyer aux éditions Hachette. Je sais qu'il a fait beaucoup parler, je sais que certains n'ont pas, voilà, ils ont dit ouais c'est bon, on a compris, Edouard qui se torture, machin, gna. Et en fait, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de lire l'histoire du point de vue de Edouard. Et pour vous dire que j'ai été loin dans le délire, c'est que j'ai déjà lu, relu le tome 1, j'ai déjà vu plusieurs fois le premier film, et là voilà, et ben je me suis refait le film il n'y a pas longtemps alors que je lisais ça. J'étais sur le point de le finir. Et je voulais comparer en fait la version de Bella, la version d'Edouard et le film, voir un peu ce que ça regroupait, etc. Et je me suis dit, le film en fait il est parfait par rapport à ces deux visions là, parce que on a toujours la vision de Bella et beaucoup on dit, je me souviens qu'à une période les gens disaient ouais Bella elle est idiote, comment tu peux choisir un vampire, oui, enfin comment tu peux choisir un loup-garou aussi, c'est pareil. Et en fait, quand on voit le point de vue de Edouard, on se rend compte qu'en fait Bella, elle est loin d'être idiote. Elle a juste une façon de penser totalement à côté de ce que les autres penseraient en fait. Elle est tellement généreuse à mettre en avant les autres, à s'oublier elle-même en fait, que c'en est flippant. Enfin, de toute façon, Edouard, elle est juste mot à ce sujet-là. Edouard, lui, Edouard, il se torture, mais parce qu'il est partagé entre le vampire qui dit, faut pas l'oublier, et l'humain que Bella réveille en lui en fait. Et c'est même d'ailleurs hyper intéressant parce que le fait que Edouard puisse lire dans les pensées, ça permet de voir un peu ce que les parents de Bella, ce qu'ils sont réellement en fait. Et quand on voit ce qui est Charlie vraiment et qui est Renée, donc la mère de Bella, qu'on voit très peu malheureusement, mais voilà. Quand on voit le point de vue d'Edouard là-dessus, on se dit ouais d'accord, on sait de qui tient Bella quoi. Il faut pas aller chercher plus loin. D'ailleurs j'aurais aimé peut-être... du coup en fait ça m'a titillé. Le point de vue d'Edouard sur Charlie. J'aurais peut-être aimé en avoir plus de Charlie. Parce que je me suis dit, tiens, c'est étonnant.
Qu'est-ce que ça aurait donné Charlie en vampire? Oui, je sais, je suis totalement tordue, hein, mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les vampires. Je choisis pas forcément de lire avec des vampires. Là, celui-là, oui, je confirme. Mais il y en a, je choisis pas, mais il y a un vampire dedans. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est le destin. Mais ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir ça. Et Jasper aussi, qui m'a beaucoup étonnée. Jasper, on l'a toujours vu comme un personnage un peu torturé aussi. Et oh, j'avais pas fait gaffe. Oh, c'est beau. Oui, alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais couverture détachable, il y a une... Ils auraient pu la mettre en vrai, hein, l'illustration, mais c'est Psyché et Cupidon, que j'ai lu il y a pas longtemps. Je dis ça, je dis rien. Le destin a un humour assez particulier avec moi. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Peut-être un petit peu longue par moment. Il y a eu un moment où c'était un peu long. Rosalie qui est aussi butée. Alice que j'adore. Je me souvenais plus de l'histoire d'Alice. C'est dingue. Ça m'a rappelé l'histoire d'Alice. Esme qui a jamais été mis comme il faut en avant. Là, un petit peu plus. C'est normal, c'est le point de vue d'Edouard, mais c'est vraiment la maman, quoi. Même si elle est vampire, ça reste une maman. Elle est adorable. Carlyle, où j'ai changé un peu de point de vue sur lui. Carlyle, du point de vue Bella, je l'ai toujours vu comme quelqu'un d'élégant, de diplomate, de tout ce qu'on veut. Et en fait, j'ai un peu changé de point de vue sur lui. Il a toujours cette humanité, si on peut dire ça comme ça, de mon point de vue. Mais on sent que c'est celui qui choisit les moins pires solutions, quoi. On va dire ça comme ça. C'est limite, bah, dès le début, il avait voulu faire comprendre à Edward, tu peux la laisser devenir un vampire, quoi. C'est bon. On va gagner du temps, hein. Voilà, merci. C'est pas du spoiler, je pense, hein, ce que je dis, mais voilà. Et aussi, j'avais lu les 12 premiers chapitres qui étaient parus dans Malgré l'autrice à l'époque. Oui, je sais, c'est pas bien. Et elle a tout changé, hein. Autant vous le dire, tout a été changé. Et voilà. J'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, le point de vue de Bella fait qu'on ne peut pas avoir tout... Comment je vais dire ça? Toute la complexité des personnages. Le fait qu'Edouard puisse lire dans les pensées, là on l'a. Et les pensées qu'ont les garçons vis-à-vis de Bella, mais c'est une horreur, quoi. Enfin, pauvre Edouard, tu m'étonnes qu'il est torturé, le pauvre. Ça fait je sais pas combien de... Ça fait une centaine d'années qu'il est vampire. Et il doit se taper des pensées pareilles. Non mais c'est pas possible. Comment il a fait pour ne pas en tuer quelques-uns? Je trouve ça admirable, au contraire. Bref. Je me comprends. D'ailleurs, un truc que je reproche au film peut-être, alors c'est un pur détail, hein, soyons honnêtes, je pinaille totalement. Mais Angela, qui est une amie de Bella, dans le film, soi-disant, elle est invitée, parce que vous pensez bien qu'une fille ne peut pas inviter un garçon au bal. Enfin, elle a invité le mec qu'elle voulait au bal. Dans le livre, c'est pas du tout ça, c'est Edward qui manigance pour que ça se passe comme elle veut, comme Angela le veut. Comme quoi il est gentil, Edward. Juste un peu trop torturé, mais c'est logique au regard de son passé. On apprend énormément sur le passé de chacun, et enfin, surtout d'Edouard en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Par contre, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de faire la suite de la saga du point de vue d'Edouard. Je pense que ce serait beaucoup trop long. Ça pourrait être intéressant sur certains points, mais pas sur d'autres, honnêtement. Le tome 2, ça peut être intéressant du point de vue d'Edouard, vu qu'il est quasiment pas là. Mais sur toute la suite, non, 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 non. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné des envies d'achat. Je suis peut-être coupable. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!